Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Tailgate, votre émission 100% NFL des équipes de The Free Agent. Et oui, c'est déjà la semaine 8 de la saison 2024-2025 et on approche tranquillement de la mi-saison. Et pour parler de cette semaine qui a été riche en événements, j'ai mes deux acolytes du lundi. Flav reviendra semaine prochaine ou peut-être dans la semaine. À voir, c'est la surprise. Pour m'aider dans cette émission, j'ai Vince avec moi. Salut Vince, comment ça va? Salut Yaya, salut à tous, salut à toutes. Eh bien, ça va très bien, ça va très très bien. Cinquième au ranking pour le Playoff Picture. Je parle des Broncos, forcément, cette équipe injouable en ce moment, avec un QB monstrueux, mais sur la lignée des Peyton Manning et tout. Attends, je suis en train de confondre avec le podcast d'Overreaction qu'on a fait à la NBA le midi, c'est ça? Ouais, C'est je crois que c'est ça, ça. exactement. Exactement. Tiens, bonne transition d'ailleurs, euh, puisque en ce mardi, vous avez l'occasion également d'aller écouter N1, l'émission NBA. On a fait les overreactions de la première semaine. Bientôt comment s'appelle, le conseil de classe. Donc n'hésitez pas à aller jeter une oreille. Et on en profite puisqu'il y a ici notre copain Julien qui est fan des Niners comme Seb qu'on va présenter tout à l'heure, qui est là, et il y a en ce moment les World Series de baseball. Donc allez écouter également le podcast First Pitch sur le baseball. Et donc j'en ai parlé, je l'ai évoqué. Il n'est pas comme Voldemort, lui, c'est Seb. Salut Seb, comment ça va? Après une victoire, ça va mieux? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Eh bien non, je ne suis pas comme Voldemort puisque moi j'ai mon nez. Et après une victoire, oui, ça va toujours mieux. Après une victoire contre les Cowboys, ça va encore mieux. N'en déplaise à nos amis texans, no hate messieurs, mais ouf, on a eu chaud, on respire un petit peu plus. C'est très très bouché dans la NFC West jusqu'ici, mais bon, allez, on arrive en novembre, ça nous réussit jusqu'ici cette saison-là. Exactement. Et alors, donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, vous avez l'habitude. X, Facebook, Instagram, qu'est-ce qu'il y a d'autre? TikTok et le Discord communautaire. N'hésitez pas à venir nous poser des questions. C'est avec grand plaisir qu'on y répond. Alors, j'avoue, je ne suis pas un grand assidu, mais n'hésitez pas à venir poser des questions. Allez, on va commencer tout de suite par parler des équipes qui ont fait un pas en avant dans leur division, et on va commencer tout de suite par parler de Détroit qui a roulé sur Tennessee. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur Détroit? Impressionnant en attaque, messieurs. Impressionnant en attaque, hein, un demi-quintal de points marqués quand même dans cette affaire. Tennessee qui a semblé tenir le coup en premier quart-temps, mais qui a craqué dès le deuxième. À la mi-temps, on a quand même un 35-14. L'addition commence à être lourde. 17 points ajoutés en troisième quart-temps sans aucune réponse. La messe était dite, Détroit était beaucoup trop fort contre ces modestes Titans. À noter que Jared Goff n'a pas eu à forcer son talent ce jour-là. 12 sur 15, 85 petits yards, mais 3 touchdowns. Alors en termes de rendement, c'est quand même pas mal du tout. Et l'explication est la suivante, c'est que les Lions ont marqué leurs 4 premiers touchdowns sur des drives respectivement de 2, 1, 3 et 4 jeux. Et il y a eu une raison à cela, ça a été la surperformance de leurs équipes spéciales, en particulier sur les retours de coups de pied. 262 yards en 6 retours, kick-off et punt confondus. De toute façon, ça a commencé très fort avec le premier kick-off du jour, relancé pour 62 yards par Khalil Dorsey. Et puis un peu plus tard dans le match, il y a Kelmy Fremont qui va relancer un punt pour 64 yards et un deuxième pour 80 yards, et cette fois un touchdown. Et c'est ce qui explique notamment cette efficacité offensive de Détroit hier soir.
Oui, effectivement, comme l'a dit Sébastien, les équipes spéciales ont vraiment marché sur leur adversaire côté Détroit. Euh, Moi, j'ai noté aussi quelque chose de très, très important. Il l'a dit, effectivement, ces 416 yards sont. Euh, Pardon, ces 225 yards de Détroit sont quand même très, très forts. Euh, il faut savoir que Tennessee porte la balle 10 minutes de plus que Détroit. 35 minutes pour Tennessee contre 24-30, 35-30 pour Tennessee, 24-30 pour Détroit. C'est dire à quel point les unités spéciales et les yards, les drives offensifs du côté de Détroit ont été rapides et ont été vraiment chirurgicaux. Ils sont arrivés avec une précision folle et Jared Goff a été vraiment impeccable sur ce truc, même s'il ne fait pas un si grand match que ça quand on regarde, 12 sur 15 comme on en a parlé, à 85 yards à la passe, c'est pas si gros que ça. Donc, effectivement, c'est l'assemblage de tout. Alors, ce qui est gros, par contre, effectivement, c'est le pourcentage, parce que le pourcentage est vraiment gros. Maintenant, il arrive à... En fait, le jeu a été très, très bien réparti, et surtout, ils ont roulé sur les équipes spéciales. Absolument, on a tout vu. Et c'était du très, très grand Détroit hier. Un très beau plan de jeu, je pense. Et puis alors, moi qui aime bien un peu le positionnement des joueurs sur le terrain, la technique et la tactique qu'on adopte, les blocs sur le retour des équipes spéciales, c'est quand même quelque chose. Ouais. Ah oui, oui, non mais là c'était du poutrage en règle. Alors ils ont mené, non ils n'ont pas mené, mais ils ont été dans le coup jusqu'à 14 partout, nos amis des Titans, mais ils étaient en sur-régime quoi. Ils étaient en sur-régime et puis ils ont moins de profondeur de banc aussi. Ils étaient certainement beaucoup plus fatigués et ils ont moins de personnes qui sont capables de dire bon allez stop, on va se calmer un petit peu, on temporise, on va y aller doucement et on reprend un peu notre souffle. En fait, ils étaient toujours dans un schéma hyper rapide et puis chaque fois qu'ils rendaient la balle, ça leur revenait toujours dessus. Donc l'attaque a même pas pu trop se reposer. Voilà, donc au bout d'un moment, tu t'essouffles. Et puis, faut dire ce qui est du côté de Tennessee. Ils ont tradé DeAndre Hopkins du côté de Kansas City. Bon, en gros, ils ont rendu les armes pour la saison, quoi. Ça va être très compliqué pour eux de se refaire la cerise, pour parler un petit peu vulgairement. On a l'impression, et alors malheureusement, que chaque semaine, le titre de plus mauvaise équipe est un petit peu remis en jeu entre les Panthers, les Browns, les Patriots et maintenant les Titans. Alors les Patriots et les Browns ont été victorieux ce dimanche, donc il va falloir qu'on décerne ce titre malheureusement aux Titans pour cette semaine. La seule chose qui leur permet de tirer un petit peu leur épingle du jeu, qui leur permet d'espérer, c'est leur défense, puisque avant ce match, ils étaient la première de la ligue en allouant 272 yards total par match. Et là, effectivement, Détroit, malgré le fait que les Lions aient marqué 52 points, ils n'ont gagné que 225 total yards. Au total. Ce n'est pas grand-chose, surtout que Tennessee en gagne 416, ce qui est beaucoup plus respectable. Mais pour nos amis des Titans, qui, comme tu le disais, Yaya, ont fait jeu égal jusqu'en deuxième quart-temps, 14-14, beaucoup trop de turnovers qui vont tuer le match, et puis beaucoup trop d'erreurs mentales, des joueurs adverses démarqués dans l'embut, et puis des special teams là qui n'ont pas fait leur travail quand on voit ce qu'ils ont alloué sur les coups de pied, sur les retours de coups de pied adverses. Une petite raison d'espérer quand même en attaque, Calvin Ridley, qui se montre enfin avec 10 réceptions pour 143 yards, mais c'est bien maigre par rapport au reste. Ok. Bon, on est d'accord, côté Détroit, ils vont être en lutte, voire avoir le first seed. Le first seed de la NFC. Le first seed de la NFC, ça va se jouer parce que quand même, on est encore loin de la fin de la saison. On va dire que Détroit part bien. Attention, encore une fois, ce qui peut leur poser un peu de problème, c'est cette division.
où ils ont quand même une NFC Nord très, très, très complète, très dense, très dur à jouer. Et il va falloir aller les gagner ces matchs. J'attends encore un peu de voir. Je regardais juste dans la division. Je crois qu'ils sont ils n'ont qu'un seul match dans la division pour le moment de jouer. Donc ça fait vraiment peu. Ça veut dire qu'il leur reste encore 5 matchs dans cette division. Donc contre les Packers, les Vikings et les Bears, qui ont quand même des effectifs et des raisons d'espérer eux aussi. Donc ces matchs qui arrivent là, ça va être assez compliqué pour les Lions. L'enchaînement peut être un peu compliqué. Et puis on sait, chez les Lions, il y a quand même un match qui est important. Hein, donc c'est celui de Thanksgiving qui va être contre les Bears à domicile. Ça peut être un très gros match aussi, celui-là. Ouais, si la lune n'est pas gibbeuse, ça devrait aller. Écoute, ça va être à suivre. On va suivre cette division avec attention, mais effectivement, ça va être à regarder. Allez, autre division, autre match de division qui sentait la poudre, et c'est peut-être le bon coup de la soirée, c'est Atlanta qui va gagner du côté du Raymond James Stadium à Tampa. Vous les gars, est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous voyez vous une prise de position de la part, une prise de possession de la part d'Atlanta avec leur fameux grand quarterback selon vous? Alors, je sens une pointe d'amertume, voire de jalousie dans tes propos, Yaya. On y reviendra à ce grand quarterback. Est-ce que les Falcons ont mis la main sur la division? Alors, bien malin qui pourra le dire, parce que je pense que la bagarre contre Tampa n'est pas tout à fait finie. Néanmoins, ils sont 4-0 au sein de leur division. Et ça va compter quand on va faire les comptes, quand on arrivera en fin de saison. Ce que je retire du match, c'est que je me dis tout de même que pour Atlanta, ça n'aurait pas dû être aussi compliqué parce qu'ils menaient 31-17 en début de quatrième quart-temps et que c'est quand même passé près, parce qu'ils vont concéder un safety, ils vont concéder un long drive victorieux, ils vont manquer un field goal et en fait ça va se régler sur pas grand-chose ce match. Leur défense a dû attendre la deuxième mi-temps pour trouver son rythme. Alors par contre, sacré rythme, hein, ils ont provoqué 3 turnovers, mais ils vont encaisser 330 yards par les airs, alors qu'à Tampa, les 2 receveurs starters ne sont pas là, et ça, c'est un petit peu inquiétant. Les Falcons, en revanche, il ne faut pas oublier qu'ils sont partis 0-3, qui sont maintenant 5-3 et 4-0 dans la division, comme je l'ai rappelé un petit peu plus tôt, et qu'ils battent leurs principaux rivaux. Attention à certaines scories et des pénalités qui auraient pu coûter cher. On a vu un holding qui a annulé un TD de Bijan Robinson. Il y a eu un face mask qui a obligé à refrapper un field goal et en plus à le rendre plus difficile forcément parce que tu recules. On a peut-être un début de réponse sur qui va prendre la tête de cette division. Vince? Alors effectivement, c'était un match attendu dans la division et puis on s'attendait aussi, on espérait voir une grosse réponse des Bucks à domicile parce que on sait qu'à domicile depuis le début de cette saison ils sont un peu passés au travers. Je vais reprendre l'exemple du match contre les Broncos, mais jamais ils doivent le perdre ce match et pourtant ils se font complètement laminer. C'est un peu ça qui s'est produit plutôt en début de match. Après, ils ont réussi à revenir plutôt sur la fin de match, où ils ont eu une défense qui était beaucoup plus impressionnante et un peu à l'attendu. Ils encaissent 24 points à la mi-temps, chose qui est quand même un gros score en 2 quarts-temps, et ils en encaissent seulement 7 dans les 3e et 4e quarts-temps. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez positif, où ils arrivent à prendre le dessus sur l'offense adverse au bout d'un moment. Par contre, effectivement, il y a des problèmes au démarrage. Ça part trop c'est un peu trop lent à se mettre en place et j'ai du mal à voir les Bucks
cette année vraiment réguliers. Comme l'a dit Seb, par contre, du côté des Falcons, on a eu un match assez complet avec un Kirk Cousins qui a été quand même auteur de 4 TD à la passe, 23 complétions sur 29 tentatives. C'est un très très beau ratio, 276 yards à la passe. Cumulé à ça avec une course de manière générale assez performante, puisqu'on a Bijan Robinson qui est celui qui a le plus avancé avec la balle du côté d'Atlanta hier, avec en moyenne 4,85 yards par portée. C'était quand même une moyenne pour un coureur très élevée, au-dessus de la moyenne en tout cas. Donc c'est vrai que ça leur permet quand même d'avoir un point d'ancrage assez fort sur le jeu au sol pour ouvrir derrière le jeu à la passe. Derrière, effectivement, comme l'a dit Seb, c'était de la régalade pour les receveurs, puisque derrière, on a Daniel Monry et Kyle Pitts, qui sont au-dessus des 90 yards, et plusieurs autres joueurs, notamment Bijan Robinson, qui fait plein de petites sorties, qui gagne 37 yards en 6 targets, 6 réceptions. C'est quand même vraiment une belle soupape de sécurité qu'il offre à son quarterback. Moi, j'ai une question à vous poser, les gars. Alors, ça a été revu, hein. Kyle Pitts sur son deuxième touchdown. Vous le voyez pas sorti par Winfield, le ballon? Je sais pas si vous voyez l'action. Oui, je vois, je vois très bien ce dont tu veux parler. Écoute, l'arbitre a toujours raison. Oui, voilà, et puis c'est revu à la vidéo, etc. Donc moi, je ne vais pas polémiquer là-dessus. Je voudrais juste rappeler aux receveurs qui nous écoutent, faites pas les malins avec votre ballon tant que l'arbitre n'a pas levé les bras, parce que ça peut coûter cher. Voilà. Non, voilà. En fait, il y a les deux, moi, que je voulais voir. Je voulais, c'est le hustle de Antoine Winfield Jr. qui va jusqu'au bout et moi, comme d'hab avec lui, quoi. Exactement. Voilà. Et le côté Pitts, ça aurait pu coûter très très cher, quoi. Ah, mais bien sûr. Puis en plus de ça, en fait, ce qui dérange, c'est que, ce qui dérange. Hier, on ne voit pas la caméra du pylône en fait dans la red zone. On ne voit pas le replay depuis le pylône. Ça aurait pu mettre tout le monde d'accord, mais c'est vrai qu'ils ne nous la diffusent pas. Donc après, j'imagine que les officiels ont vu cette caméra-là, ont vu cet angle de vue et ont pu justifier que c'était bon et qu'il n'y avait pas de souci. C'est vrai que ça doit passer vraiment ric-rac. Bon, ça passe, tant mieux pour lui. Par contre, moi j'applaudis quand même la défense parce qu'il s'en faut peu pour que la défense fasse un jeu quand même très très fort. Bon, les gars, une victoire d'avance, quasiment une deuxième avec le tie-breaker. Ça sent bon pour Atlanta. Si ça ne choque pas, enfin bon, on connaît la capacité de choke de l'équipe favorite de notre Jordan national qui intervient de temps en temps le jeudi. Ça sent bon quand même pour les Falcons cette année. Attention, tu as une écurie de taille dans la division avec les Saints. Attention, on ne sait jamais. C'est pas beau de se moquer de Flav. C'est moche de faire ça. Qu'est-ce que c'est moche. C'était pour notre petit Flav que j'embrasse forcément. Non, mais effectivement, en fait, ils ont tout là. Ils ont gagné chez les Buccaneers. Ils ont marqué quand même, ils ont bien marqué la division. Maintenant, il n'y a qu'une seule victoire d'avance. Il faut bien le noter aussi. La saison est encore longue. Effectivement, ils ont un tiebreaker de division assez largement, puisqu'ils sont à 4-0 et que les Bucks sont à 1-2. Donc, bon, il faudrait que les Bucks gagnent les 3 restants et qu'eux, ils perdent les 2 autres pour qu'ils aient un tiebreaker égalitaire. Donc, voilà. Mais non, ils l'auront pas puisque les Falcons ont gagné les 2 matchs contre les, en plus, voilà. les Bucks. C'est pour ça. Donc, quoi qu'il arrive, ils auront le tiebreaker sur les Bucks. Ça semble bien parti. Mais non, attention, effectivement, la capacité de choc, elle peut être phénoménale. Okay. Ouais, et puis ils ont quelques matchs pièges là, quand même à venir encore sur leur calendrier. Il va falloir recevoir Dallas la semaine prochaine. Dans 2 semaines, semaine 11, il va falloir aller rencontrer la redoutable armada des Broncos de Denver. Il va falloir aller à Minnesota le 8 décembre.
il va falloir aller à Washington le 29 décembre. Attention, il y a encore quelques belles choses trappes sur leur parcours. Oui, tu rigoles, mais le Falcons Denver peut valoir son pesant de cacahuètes dans 2 semaines. Non, mais j'étais à peine ironique sur cette remarque, Vincent. Je pense qu'il va valoir le coup d'être vu, ce match. Vraiment. Ok, on enchaîne tout de suite, les gars, parce qu'on est un peu pris par le temps, hein, parce qu'on a beaucoup de choses à voir cette semaine. Toujours dans les équipes qui avancent dans leur division, c'est Houston. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est quand même une grosse énigme, Houston. C'était l'équipe Cendrillon, j'ai envie de dire, l'année dernière. Gros recrutement cet été. Mais je trouve que, d'impression visuelle, ils ne roulent pas sur leur division. Et là, face à des Colts, voilà, 20 à 23, je trouve que c'est des matchs où ils devraient. Alors, oui, ils gagnent, mais c'est passé pas loin, quoi, parce que on va en parler d'une action un peu litigieuse, mais ça gagne, quoi. Alors, effectivement, pour reprendre ton allégorie par rapport à Cendrillon, on n'est pas loin de minuit. C'est pas encore minuit, mais il faut faire attention, le temps se rapproche là. J'ai un peu l'impression que c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était un conte de fées. Tout allait bien. CJ Stroud, tout le monde parlait de lui. Potentiel MVP l'année dernière. Il y a tout le monde qui disait attention, c'est quand même quelque chose. Et effectivement, moi, je trouve que le jeu cette année est un peu moins fluide, un peu moins. On dirait que c'est un peu moins travaillé. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer. Il y a eu beaucoup d'années. Cet été, il y a quand même eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés. On parle de Nixon, mais Stephen Diggs, qui d'ailleurs est sorti blessé du match. Ça fait quand même. C'est justement là-dessus que je voulais aller, et en disant que justement, les gros recrutements, des fois, ça aussi déséquilibre certaines équipes. Et je crois qu'on en a parlé d'ailleurs en NBA. Pour faire la comparaison lors du podcast que l'on a enregistré tout à l'heure, ça fait partie des équipes qui ont des continuités et des équipes qui remodèlent tout chaque année. Là, ils ont essayé de remodeler en gardant quand même un peu de continuité avec leur quarterback et leur ligne. Maintenant, attention, il ne faut pas que les stars prennent le dessus sur le collectif. Si ça continue comme ça, il va falloir de toute façon je pense qu'il va y avoir une remise en question, parce que la victoire d'hier, c'est une victoire certes, mais ils sont vraiment, vraiment pas passés loin. On va en reparler après, mais cette dernière action, les Colts, à un moment donné, au tableau d'affichage, étaient devant, quoi. Donc, il faut faire attention. Maintenant, si on revient sur le match en particulier, l'apport de Joe Mixon est quand même encore une fois fabuleux. Plus de 100 yards à la course, 25 portées avec 4,08 yards de moyenne. C'est quand même quelque chose de très intéressant. Et puis surtout, ils ont une liste longue comme le bras de receveurs qui ont attrapé des ballons. Stephen Diggs, Dalton Schultz, Tank Dell, Joe Mixon ont tous 4 réceptions ou plus et 30 yards ou plus. C'est quand même des choses qui sont très importantes. Quand on voit la répartition du jeu, on arrive à faire jouer tout le monde, et ça, c'est quand même une chose qui est importante d'un point de vue du coach. Toi, Seb, comment tu les vois, les Texans ? Sur ce match, c'est des survivants. Hein. C'est des survivants parce qu'ils survivent à la blessure de Stephen Diggs. Ils survivent à une performance moyenne de leur offensive line pour protéger CJ Stroud. Ils survivent à donc un turnover en fin de match qui aurait pu sceller la rencontre. On va en parler. On va y revenir. Moi, je vois toujours une équipe qui est... c'est un projet. C'est toujours un projet, Houston. Je pense qu'on a ébloui par la performance de la saison dernière. On a peut-être pensé que beaucoup de choses étaient déjà acquises, alors qu'on avait juste, je mets de très très gros guillemets à juste, des bases solides. Il y a encore des scories, il y a encore des choses à ajuster, mais là, pour le moment, en termes de performance et de classement, parce qu'il faut quand même le rappeler, cette équipe, elle est 6-2, elle est 3-0 dans la division, elle vient de sweeper... 4-0. 4-0, autant pour moi. Dans la division, et ils viennent de sweeper les Colts. Leur plus proche poursuivant,
qui est donc les Colts, est à 2 victoires. Les choses se présentent quand même pas mal de leur côté. Ce qui est un petit peu inquiétant, comme je l'ai dit, c'est la protection dont bénéficie CJ Stroud. D'ailleurs, à tel point que le garde Kenyon Green a été benché en cours de match parce qu'il a alloué 7 pressions et 1 sac à lui tout seul. C'est peut-être ce qui pourrait ralentir cette progression ou du moins cette avancée vers la tête de la poule. Après, comme l'a souligné Vince, il y a plein de motifs de satisfaction avec un jeu au sol qui a bien fonctionné, avec une répartition des réceptions qui est absolument incroyable, à tel point que la blessure de Stefon Diggs, c'est inquiétant, mais pas plus que ça. Des cibles, il en a. C'est très certainement d'ailleurs Tank Dell qui va prendre le relais la semaine prochaine si Diggs n'est pas disponible. Beaucoup de raisons d'être satisfait, mais des points d'inquiétude quand même. C'est une équipe qui reste une équipe jeune et en construction. Oui, sur les points quand même aussi importants et à souligner, c'est la défense. Anthony Richardson hier passe au travers, on va dire, de son match, puisqu'il fait que 10 sur 32 à la passe. Ok, il fait 10 sur 32, mais attention, c'est pas pour rien qu'il fait son 10 sur 32. Il était constamment sous pression, avec des pass rush qui étaient quand même très impressionnants, moi j'ai trouvé, avec beaucoup de blitz, beaucoup de diversité. Et en plus de ça, chaque fois qu'il arrive à lancer vers un receveur, il y a toujours un cornerback derrière pour essayer d'attraper un ballon, pour dévier, pour faire quoi que ce soit. Je trouve que la défense des Texans et cette année est quand même assez forte et ils ont bien step up là-dessus. Donc c'est agréable à voir. Ouais, complètement. Moi, excuse-moi Seb, je te coupe la chic, mais ouais, je pense que c'est quelque chose qu'on met pas assez en avant du côté de Houston. C'est que oui, il y a CJ Stroud, mais la défense, c'est vraiment par la défense qu'ils arrivent à être ultra performants, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce que vous en dites, les gars, vous, mais moi, je trouve que c'est vraiment ça qui est le point moi, qui m'impressionne le plus et qui me donne espoir pour l'avenir. Hier, ils ont généré 60% de jeux de passe lors desquels Anthony Richardson a été mis sous pression. Et 24 pressures et 5 sacs. Daniel Hunter, c'est 12 pressures et 2 sacs à lui tout seul. Will Anderson, 7 pressures, 1 sac, 7 plaquages, un fumble recouvert. Qu'est-ce que tu veux faire dans ces conditions quand tu es quarterback? Et encore plus fort, il ne faut pas oublier Richardson, donc qui a passé une sale journée, 10 sur 32, 175 yards, un touchdown, une interception et 5 sacs. Il faut noter que sur ces 175 yards couverts à la passe, il y a une complétion de 69 yards sur Josh Downs. Ensuite, c'est 106 yards gagnés en 31 tentatives. Ça vous fait une moyenne d'à peine un petit peu plus de 3 yards par tentative, mais pour être très honnête, au vu de la qualité du pass rush adverse, je suis pas sûr que Joe Flacco aurait fait mieux à sa place. On va être très honnête là-dessus. Il a été un petit peu sur le terrain, Joe Flacco, et il y a une passe justement, mais qui a été rappelée du coup, je crois, pour un holding. Je crois aussi, oui, il me semble. Ouais. Ok. Messieurs, on va parler sur le fait du match parce que on a dit du côté des Texans, ils n'ont pas été très très sereins. À la fin, il y a perte de balle, il y a fumble sur un pitch qui est un peu hasardeux. Derrière, c'est retourné pour touchdown, mais c'est rappelé. Ils sont passés vraiment très près de la correctionnelle. Et vous auriez été de la même avis que du côté de la NFL, des arbitres? Ouais, pour moi, il est touché quand il descend au sol. Donc, à partir de là, tu es touché quand tu descends au sol. Ça veut dire que tu peux pas te relever, quoi. Ça fait partie du plaquage. Même si c'est pas vraiment un plaquage, ça fait partie. Donc, pour moi, oui, ils ont eu raison de rappeler le touchdown. Après, sur cette action-là, moi je trouve que c'est une grosse erreur de la part de CJ Stroud. Il doit se débarrasser de la balle beaucoup plus franchement, quoi.
Il faut pas se faire chipper la balle comme ça. Seb? Je suis vraiment du même avis. Il est considéré down by contact et moi, je trouve pas ça choquant. Est-ce qu'on peut mettre cette... alors, on parlait de Stroud. Est-ce qu'on peut mettre cette erreur sur le dos de sa jeunesse, même s'il joue déjà comme un vétéran, un manque de lucidité à la fin d'un match qui est quand même assez disputé dans l'ensemble, c'est possible, mais voilà, ça fait partie de ces scories dont il va falloir se débarrasser si ils veulent être enfin considérés comme le club que l'on souhaiterait voir, parce que moi j'ai vraiment très envie de voir ce club se développer et suivre la voie qu'il avait empruntée la saison dernière. Alors, une fois de plus, pas de panique de ce côté-là, mais c'est vrai qu'on attend mieux. Alors 100% d'accord avec toi, Seb, mais justement là-dessus, je pense qu'on va pouvoir mettre une grande part sur son apprentissage NFL, effectivement. Je vais m'expliquer pourquoi. On est en fin de match. Il sait ce qu'il faut faire, à savoir jeter la balle loin pour éviter de se faire intercepter, de se faire piquer la balle. Sauf qu'il sait qu'il ne reste pas beaucoup de temps et que s'il garde la balle au sol, il gagne du temps sur le chronomètre. Et ça se voit qu'il a un temps d'hésitation entre les deux, qu'il ne sait plus trop où il en est dans le temps, dans les downs, dans tout ça, qu'il ne sait plus trop ce qu'il faut faire. Et on voit qu'il hésite à lancer, à garder, et au final, c'est son apprentissage NFL qui fait ça. Et je trouve que ça rajoute un côté humain au bonhomme, et j'aime beaucoup ça. Et ouais, mais alors là-dessus, là où je suis pas d'accord avec toi, enfin, je voulais conclure, mais là, excuse-moi. Là, en fait, c'est qu'il y a un snap qui est fait, il jongle un peu avec la balle, et derrière, il fait un pitch donc une petite passe en arrière à Joe Nixon. Dans ce cas-là, mais couche-toi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors balance la balle loin, mais tu te couches, le chrono tourne, et c'est pas grave, j'ai envie de dire, quoi, tu vois. C'est ça, en fait, c'est pourquoi en fait, le jeu est appelé. Je pense que c'était un jeu appelé pour un pitch. Parce que mettre la balle comme ça en arrière sur le running back et ça tape le casque, quoi. C'est juste que ça a été mal exécuté. Possible. Est-ce qu'on peut mettre ça sur le dos d'un moment de panique? Je sais pas trop à titre personnel, mais voilà, moi je pense vraiment, tout comme Vince, que oui, ça fait partie de son apprentissage NFL. Faut pas oublier que c'est un joueur de deuxième année, Stroud. Aussi brillante sa première année fut-elle, ça reste un joueur de deuxième année. Okay. Et c'est pas pour autant un joueur qui régresse, mais il a peut-être pas encore sa forme finale. Ok, ça marche. Par contre, effectivement, pour finir sur les Texans, je suis complètement d'accord avec Seb. On en avait beaucoup parlé en début de saison déjà. C'est vraiment l'équipe que beaucoup de gens qui ne supportent pas spécialement les Texans ont envie de voir progresser. Et moi, ce qui me plaît beaucoup cette année, c'est qu'on a beaucoup parlé des Texans de l'année dernière avec leur QB, et on en parle beaucoup des Texans cette année de par leur défense. Ça prouve qu'ils ont quand même la tête sur les épaules et qu'ils savent bien construire une équipe. C'est très positif pour le futur et j'aime beaucoup la direction que prend cette franchise. Complètement. Là, je plus sois à ça. Allez, tu ne m'as pas contredit. Oh, c'est fou. Mais non, mais oui, c'est une équipe à identité défensive. Voilà. Allez, on continue, on enchaîne. Dernière équipe qui a fait un grand pas en avant pour la division. Mais là, j'ai envie de dire, faute de mieux, c'est les Bills. 6 victoires, 2 défaites. Ils vont gagner du côté de Seattle. Ça t'arrange bien, mon Seb. 31-10. Bon, les Seahawks rentrent dans le rang. Du côté de Buffalo, la division est quasiment acquise, là, ça y est. Ça y ressemble. Ça y ressemble en tout cas, puisque nos amis de Buffalo, ils sont 6-2. Ils ont 4 victoires d'avance sur leur prochain poursuivant. De toute façon, le reste de la FCS est dans un tel état que là, à part une catastrophe, on voit pas trop qui pourrait venir leur tirer la barbichette. Et puis, pour eux, ils font un match très intéressant. Déjà, c'est leur 4e victoire de 20 points ou plus, où ils marquent 20 points
ou plus cette saison. Leur jeu au sol a très bien fonctionné, 164 yards, dont 111 et 2 touchdowns pour James Cook. Et ça fournit un soutien très précieux pour Josh Allen, qui peut ainsi étendre les drives et puis conserver le ballon, parce que c'est 38 minutes, plus de 38 minutes même, de temps de possession sur ce match. Et puis, on se rend compte aussi que au final, les petites scories de Josh Allen sur cette rencontre, elles ont été sans importance. Il y a eu un fumble qui a été annulé sur pénalité. Il y a eu une interception dans le territoire de Buffalo avec le score 7-3 pour Buffalo, mais Seattle ne réussira pas à l'exploiter. Il y aura un autre fumble, mais qui sera recouvert par Ty Johnson, et en plus, ça donnera un first down, et tout ça en première mi-temps. La deuxième mi-temps a été plus sereine. La victoire a été somme toute facile, malgré un début chaotique. Et faut noter aussi une belle perf de la défense au sol de Buffalo, qui éteint littéralement le jeu de course de Seattle en limitant à 32 yards. Ils étaient même à moins 1 yard en première mi-temps. Tout ça, ça nous donne un match plein. Ça nous donne une équipe qui a sa division en main et qui peut se montrer sereine là pour au moins pour les quelques semaines à venir. Vince ? Ça va tout dit, ça va être difficile de rebondir là-dessus. Qu'est-ce que tu veux faire J'ai essayé de regarder, de jongler entre mes onglets pour essayer de trouver quelque chose à dire. Le saviez-tu Je ne sais quoi. Un truc, mais je n'ai plus rien à dire. Bon, il a été très complet. Effectivement, moi j'appuie beaucoup sur la défense des Bills. Ils mettent 31 points hier, mais c'est surtout ils en prennent que 10 à Seattle. On sait très bien à quel point c'est dur d'aller jouer là-bas. Et surtout, le seul TD qu'ils prennent, ils le prennent en fin de match, dans le quatrième quart-temps. Donc voilà, c'est un match complet, un match vraiment maîtrisé, 32 yards seulement à la course de la part des Seahawks. Waouh, ça devait faire très très longtemps que ça n'est pas arrivé. J'aurais dû le poser ça, le saviez-tu. Mais voilà, non, c'est un temps de possession. En plus, ils ont maîtrisé leur possession, c'est-à-dire que même leur drive offensif, ils ont pris leur temps, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour manger le chronomètre. 38 minutes de possession pour eux, seulement 22 pour les Seahawks. Voilà, forcément, la défense, elle se fatigue, c'est plus facile de marquer. Et voilà, et eux, ils ont une rotation qui est assez forte aussi, les Bills. On en parlait avec les Texans, mais aussi ont pas mal de receveurs qui ont bien marché. Khalil Shakir qui fait un très bon match, 107 yards à la passe, 9 réceptions sur 10 targets. Et James Cook à la course qui a été monstrueux, 6,53 yards de moyenne sur les portées, 17 portées, 111 yards total, 2 TD. Voilà quoi, tu as toutes les recettes pour aller au bout. Côté Seahawks, tu as l'impression que tu te prends un petit mur là quand même. Geno Smith fait pas un match si horrible que ça, mais ça fonctionne pas. On l'a vu un peu énervé à la fin de la partie, un peu ennuyé, donc je ne sais pas vraiment ce qu'il en était, si c'était les consignes données, la passation des consignes, tout ça. On l'a vu énervé plusieurs fois avec ses receveurs qu'il avait du mal à positionner sur les débuts d'attaque après les huddles. Donc à voir, à travailler. Les Seahawks ne sont pas en fin de saison, attention, ils ont encore beaucoup de choses à jouer, mais celle-là, elle fait mal. Ok, on va parler un petit peu de la division parce que on parlait qu'ils auront la main mise sur la division. Le match entre les Jets et les Patriots, avec les Jets qui perdent à la dernière seconde contre les Patriots, 22-25 sur une course, sur une quatrième et goal de mémoire. C'est Jets. C'est les Jets. Ok. Davante Adams. Ça aurait pu être les Giants d'ailleurs, hein. Ça aurait été pareil. C'est New York, certainement. Ouais. Tout ça parce que c'est sur la même latitude que Nice. C'est une attaque gratuite. Ensuite, on va surtout parler d'un événement. C'est du côté des Dolphins, qui retrouvent un petit peu des couleurs, mais perdent malgré tout. Et elle va compter celle-là, et le retour de Tua. Vous, les gars, comment vous avez appréhendé ça, malgré la défaite 28-27 à domicile contre les Cardinals? Malgré tout, c'est positif, parce qu'on a retrouvé des choses. Alors,
Avant de parler de ça, je voudrais attirer tout de même le point sur quelque chose qui, moi, me paraît essentiel. Avec le retour de Tua Tagovailoa, c'est malheureusement la fin du run de notre homme, notre idole, notre figure du commandeur, our boy, Tim Boyle, voilà, qui va devoir laisser sa place. Ça a été quelque chose. Merci l'artiste. Ce fut bref, mais intense. Bon, on va essayer de redevenir sérieux. Non, mais... il faut bien comprendre le délire qu'on a avec Tim Boyle. Ah oui, non, faut vraiment dire qu'il y a une private joke là sur Tim Boyle parce que... C'est vrai qu'on a tous pleuré. Et on espère le revoir. Pour tout vous assurer, avec Sébastien, on est en train de monter une pétition pour que les Giants signent Tim Boyle et Yaya est le premier signataire. Voilà. Sachez-le. Ce serait beau. Mais qu'est-ce que ce serait beau? Quelqu'un qui a fait la fac à Yukon, dans le Connecticut, c'est pas très très loin. Hartford n'est pas très très loin de New York. Il serait presque un peu à la maison, donc allez. On le prend dans le roster, tu sais bien. Ouais, on n'est plus à ça près, tu sais, au poste de quarterback. On a eu Danny DeVito, donc on est prêt à l'accueillir. Plus à ça près, oui. Après, pour revenir sérieux sur le match, effectivement, moi, ce que j'ai noté, il y a deux choses. La première, elle est clairement sur le retour de Tua. Eh ben, mine de rien, ok, les Dolphins ont perdu, mais les Dolphins ont marqué 27 points. On a revu de l'attaque, on a revu un peu des choses, et ça, c'est quand même assez agréable du côté des Dolphins. Je pense que Tyreek Hill y revient un peu. Ils ont marqué dans les 4 cartons, ça a noté. Ils ont été un peu réguliers un peu de partout. Après, bon, c'est en retour. 234 yards à la passe, 28 sur 38 en termes de complétion par rapport aux passes tentées. Et on a bizarrement, quand il revient, on a le jeu de passe qui s'ouvre, donc le jeu de course qui est un petit peu plus ouvert, avec un Devon Achane qui a 97 yards et un total yard pour les Dolphins qui a 150 yards. C'est quand même vraiment pas mal. La deuxième chose que j'ai notée, c'est que comme moi, la plupart des supporters des Dolphins n'attendaient qu'une chose, c'est de voir Tua se coucher sur une course, parce que je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, oui. Mais il court, le stade retient son souffle, et dès qu'il jette ses pieds, tout le monde applaudit. Ben voilà, ça prouve bien qu'il y a quand même beaucoup de monde se fait du souci pour le bonhomme. Et je suis content de voir son retour, mais je suis aussi très inquiet malheureusement. J'aime pas trop ça. Seb, le retour de Tua Tagovailoa. Oh bien, tu as passé quasiment du premier coup. Je ne peux qu'abonder dans le sens de Vince. Ils étaient jusque-là, les Dolphins, la plus mauvaise attaque de la ligue en matière de scoring. Ils marquent 27 points, c'est leur plus grand nombre de points cette saison. 377 total yards, quelle fête, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Après, il faut quand même minorer, c'était contre les Cardinals, et les Cardinals, ils sont dans le bottom 6, parmi les 6 plus mauvaises équipes en matière de yards alloués aux attaques adverses. Donc, Miami tout de même a semblé en bien meilleure forme que lors de leurs 4 matchs sans Tua Tagovailoa, mais la semaine prochaine, il y a les Bills, et là, ça va être une autre limonade. Un petit mot tout de même sur la défense des Dolphins, notamment sur Chop Robinson, le linebacker, qui a enregistré à lui seul 4 pressions de quarterback, c'était le record du match, et Kyler Murray a été vraiment harcelé sans cesse par cette défense de Miami. Même s'ils sont privés de Jalen Phillips, Robinson a tout de même réussi 12 pressions sur un quarterback en 3 matchs. Alors, il n'a pas encore fait son premier sac, mais il y a quelque chose qui se passe du côté de ce joueur actuellement, et c'est encourageant. Après, en termes de calendrier, comme on le disait, il y a Buffalo qui va se présenter sur leur chemin dès la semaine prochaine, et ça va être un très
très gros test pour le retour de Tua Tagovailoa. C'est là qu'on pourra voir si Miami peut encore défendre ses chances dans la division. Et après, il y aura quand même aussi les Packers fin novembre à Lambeau Field. Il va falloir aller à Houston, il va falloir recevoir San Francisco. Les défaites encaissées là en début de saison risquent de se payer cash quand on va arriver en décembre ou en janvier. Ouais. Et toi, Vince, Quelque chose à rajouter? C'est bon? Non, mais c'est ça. En fait, je pense que la division, de toute façon, elle va être. Bon, la division, comme on l'a dit tout à l'heure, avec les Bills, de toute façon, ils sont vraiment bien partis, puisque les Bills sont 6-2 et les Dolphins sont seconde division à 2-5. Maintenant, ça va être un peu compliqué d'aller chercher même une place en playoff. La NFL commence à sortir les playoff pictures. Bon, les Dolphins, ils n'ont que 6% de chance d'aller en playoff d'après cette playoff picture. Donc, voilà. Ouais, mais bon, on verra ça. Allez, on enchaîne avec un match qui était très très attendu. C'est le duel des rookies, le numéro 1 face au numéro 2. C'est Chicago face à Washington. Est-ce que c'était un peu le match attendu, mais le duel qu'on pouvait résumer à Caleb Williams, Jayden Daniels? Alors, c'était un duel que les chaînes de télé, les commentateurs, les suiveurs nous annonçaient effectivement. Moi, je voyais vraiment deux équipes qui étaient complètement en reconstruction, avec les Bears et les Washington qui sortaient d'une saison 2023 très décevante et qui ont recruté des QB, qui ont drafté des QB, avec des très hauts pics. Et donc, c'était les premiers et les deuxièmes pics. Donc, effectivement, c'était une confrontation entre les deux QB. Maintenant, attention, les équipes, ce ne sont pas que les QB. Et c'est aussi ce qu'on a vu hier. C'est-à-dire que c'est des techniques entre les entraîneurs et des lignes qui permettent de les protéger, qui ont aussi leur mot à dire. Washington a très bien démarré, même si effectivement, au final, l'attaque a été quand même assez stérile des deux côtés, puisque Washington n'a réussi qu'à mettre que des field goals dans les 3 premiers quarts-temps, quand Chicago a enfin répondu par un TD, quand Chicago a répondu par un TD, en 3e quart-temps. Donc effectivement, ça a été une partie qui a été très longue à se mettre en place. Les QB n'ont pas tant brillé que ça, puisque Caleb Williams finit à 10 sur 24, 131 yards, et du côté de Washington, Jayden Daniels ne fait que 21 sur 38 avec certes 326 yards, c'est énorme, c'est beaucoup, mais 21 sur 38. Il ne faut pas oublier cette dernière Hail Mary, alors ça on va en parler beaucoup, je pense qu'on le débriefera pendant pas mal de temps, mais juste après, mais cette Hail Mary, elle lui a fait gagner aussi plus de 50 yards, et voilà, il faut pas... Ce match, en fait, a accouché un petit peu d'une souris. Ouais, c'était pas au niveau de ce que l'on pouvait attendre. En fait, c'était un match qui était résumé aux attaques en preview. Et finalement, ce qui a prédominé, c'était les défenses des deux côtés. Pour toi, Seb, pareil, même chose? Oui, à peu près le même constat, dans le sens où, en termes d'attaque, on a une attaque de Washington qui avance en première mi-temps, 267 total yards, mais qui a un gros souci en red zone et bilan qui repart avec seulement 4 field goals, comme Vince nous l'a dit précédemment. Daniels fait une belle prestation avec 352 yards par les airs, et il va ajouter 52 yards en 8 courses. Et Caleb Williams, il a été quand même sacrément secoué par la défense de Dan Quinn, 10 sur 24, 131 yards, dont 36 seulement dans les 3 premiers quarts-temps de lancer. La défense de Washington, elle a réussi à écraser la poche de protection de Chicago, en particulier grâce au milieu
de sa D-line grâce à ses tackles. Et le secondary a bien tenu le coup après un début de saison qu'on va qualifier de compliqué. En fait, c'est DeAndre Swift qui va réveiller un petit peu l'escouade de Chicago avec son touchdown de 56 yards au sol. Et puis du coup, ça va réveiller aussi Caleb Williams qui va faire un 6 sur 8 et 95 yards sur ses 2 derniers drives et qui se trouve même une nouvelle résistance à la pression du pass rush adverse. Le comeback semblait possible après un dernier drive Chicago qui a été couronné par un touchdown de Roschon Johnson. Mais l'improbable s'est produit, hein, comme pour citer un grand philosophe du sport que nous regrettons tous, Thierry Roland. Un match n'est jamais terminé avant la fin et on en a avant eu que l'arbitre de siffle la fin de la rencontre, mon petit Jean-Mimi, référence de vieux encore, et puis il s'est produit l'improbable, non voilà, une Hail Mary comme on aime les voir. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu cette image incroyable du defensive back de Chicago qui chambre le public juste avant que l'action parte, et du coup l'action part, il ne regarde même pas, et c'est lui qui va tipper la balle, qui va finir dans les mains de c'est Noah Brown, je crois, qui marque. Oui, c'est ça. La mémoire est bonne, c'est bien ça. C'est lui qui va tipper la balle, qui finit dans Noah Brown. Voilà, comme ce que j'ai dit tout à l'heure pour Kyle Pitts, faut rester modeste jusqu'au bout. Oui, mais on sait que les cornerbacks et modestie, ça va rarement ensemble. Receveur aussi. Voilà. Receveur aussi. La même urgence. Oui, tout à fait. Karma is the beach, j'ai envie de te dire, hein, pour citer. Oui, alors là, en l'occurrence, Karma is the beach, parce que tu chambres le public, tu fais une bêtise, ça coûte 6 points et le match. C'est ce qu'on appelle une complète, hein, dans le monde de la galette. Voilà. Ouais. Notre Our Boy, la statue du commandeur, Tim Boyle avait tenté la même, mais lui, il s'était fait retourner. C'était un fail Berry. C'était la fail Berry. C'est d'ailleurs depuis ce jour-là qu'on voue une certaine admiration à Tim Boyle, on va quand même pas le cacher. Hein. Tu mets 10 ans, Yaya, parce que je trouve que ça fait partie intégrante de sa légende, justement. Oui, tout à fait. D'ailleurs, est-ce que pour vous, et on va commencer par toi, Vince, c'est plus qu'un fait de jeu, c'est-à-dire que ça peut être un tournant dans la saison où d'un match qui devait être perdu, ça devient une victoire, quoi. Et est-ce que ça peut donner une dynamique pour aller chercher la division, justement, pour Washington? Après, en fait, déjà, ce que j'aime pas, c'est le match qui devait être perdu. Il faut savoir que Chicago a quand même traîné tout le match. Ils ont été en retard tout le match. Ils ont réussi à gagner, à passer devant dans les derniers instants. Ouais. Bon, ils se sont fait redoubler sur la ligne d'arrivée. C'était pas un match qui était gagné pour autant par Chicago. Il fallait encore le finir. Bon, ben voilà, ils ont décidé de chambrer et de célébrer avant la fin. La plupart du temps dans le sport, voilà, ça se paye. Après, pour la dynamique, je suis assez d'accord avec toi. On a des Redskins, voilà. Ben voilà, la faute. Oui, t'es jeune. Voilà. On a des Commanders qui commencent à prendre vraiment le pas sur la division. Les Eagles sont quand même gagnés hier assez nettement, de manière assez costaud chez les Bengals. Donc, ou alors les Bengals n'ont pas joué, je ne sais plus d'ailleurs. Tellement comment ça s'est passé. En connaissant leur fan numéro 1 dans la rédaction, tu m'étonnes, ils ne sont pas sortis du vestiaire. Non, c'est pas faux. Bref, toujours est-il que tout ça pour dire que effectivement, les Commanders, ça permet de les maintenir en tête de la division. Pour les Bears, par contre, cette NFC North est, encore une fois, on n'arrête pas de le redire chaque semaine, mais elle est très dure. Et là, ils sont derniers de division. Alors, ils sont pas si loin que ça, attention. Mais attention aux Bears. Alors, c'est rigolo, avec les Bears, ils ont tout gagné à domicile, ils ont tout perdu à l'extérieur.
Donc, on va voir la suite comment ça va se passer. Mais il va falloir commencer à en prendre à l'extérieur et ne pas perdre au domicile si on veut espérer quelque chose. Ouais. Seb, dynamique, tu penses que du coup, Washington, ça peut leur donner un coup de boost? C'est certain, là, ils sont en tête de leur poule. Alors attention, Philadelphie est en embuscade, hein, Vince, comme tu l'as précisé, ils sont qu'à une victoire. Dans l'absolu même, Dallas n'est qu'à 2. Mais bon, la place en playoff, une fois de plus, va être chère, puisqu'il y a cette NFC Nord qui va prendre un certain nombre de places, je dirais au moins 3, hein, là, si je regarde vraiment le tableau. Au moins 3, 4 si affinité. Donc, celui qui l'amène dans les poules qui ne sont pas la NFC Nord, en NFC, j'entends, il tire son épingle du jeu. Mais encore cette semaine, faudra-t-il la conserver? Il y a eu assez peu de rencontres au sein de la division pour les Commanders jusqu'ici. Il n'y en a eu qu'une et ils l'ont remporté. D'ailleurs, tout le monde a une victoire dans la division NFC Est, sauf un certain club de la côte Est que je ne nommerai pas afin d'éviter les commentaires vexatoires. Alors justement, tu parles. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Non, mais tu parles de ça. Il faut se rappeler que Washington a perdu son premier match et le deuxième, il joue contre une équipe que vous aimez chambrer, mais qui devait gagner ce match, mais que le kicker se blesse direct et ne peuvent plus tenter un seul coup de pied, même les conversions. Et du coup, ils vont gagner le match. Ils vont le chercher. Donc, du coup, ça a mis un boost et ça a créé une dynamique où derrière, ils ont été gagner des matchs. Et c'est en sens où je parle de dynamique que ça peut les relancer pour aller chercher d'autres matchs. Je ne parlais pas de... Bon, alors, je m'excuse, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû remettre une pièce dans la machine en parlant des variantes. Je ne parlais que de la dynamique des Commanders. Mais vous voyez comment vous êtes médisant. Toujours est-il que cette dynamique, elle est là, elle est réelle. Effectivement, Washington perd son premier match contre Tampa Bay. Tampa Bay, qui sont des champions de poule sortants, on peut dire que c'est pas vraiment une surprise. Leur deuxième défaite, elle est contre des Ravens et encore, elle est de 7 points. C'est une défaite à une possession. Est-ce qu'on peut en vouloir à une équipe comme les Commanders, qui est une équipe en reconstruction relativement jeune, de perdre contre deux équipes de briscards, c'est-à-dire deux équipes qui, eux, ont la main mise sur leur poule respective, leur division respective, depuis plusieurs années? Pas vraiment. Tout ceci, bien sûr, va rester à confirmer. La compétition pour la tête de la NFC Est, elle va être acharnée entre Washington et Philadelphie. Et d'ailleurs, le 14 novembre, il y a un match qui va servir de juge de paix, très certainement, entre les deux clubs. Entre-temps, à Philadelphie, qui plus est. Entre-temps, pour nos amis des Commanders, la semaine prochaine, ça devrait bien se passer contre les Giants. Ensuite, il faudra recevoir Pittsburgh. Ça n'est jamais facile. Il va falloir recevoir des Cowboys qui sont complètement aux abois, qui se seront peut-être relancés ou qui seront toujours aux abois quand le 24 novembre arrivera. Et puis, il y aura encore une dose de Philadelphie, mais cette fois à Washington, le 22 décembre, et on sera vraiment dans la dernière ligne droite du championnat. Donc, là aussi, je pense que les choses se présentent bien pour Washington, mais elles sont loin d'être acquises pour le moment. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied, j'allais dire que la semaine prochaine, ils étaient en bye week avec victoire assurée. On vient de dire il n'y a pas de victoire assurée. Toujours est-il qu'après, voilà, en termes de dynamique, je pense que pour eux, ça va être très important ce match-là. Effectivement, ils vont s'en servir pour essayer de rebondir, de continuer sur leur lancée. Maintenant, pour Chicago, tout n'est pas à jeter non plus. Ils allaient chez ils ont rencontré une grande équipe. On a le droit de perdre des matchs, de toute façon, on en perd. Donc voilà, il va falloir se relancer par contre assez rapidement. Et pour le calendrier de Chicago, ils vont chez les Cardinals, ils reçoivent les Patriots, et après, il y a le duel contre les
opposants directs de la division et les gros rivaux, les Packers. On sait très bien que les Bears Packers sont très chauds. Vu en plus le calendrier et la division, ça va être costaud. Ok. Rendez-vous dans 3 semaines. Allez les gars, on enchaîne parce que sinon on va manquer de temps. On enchaîne tout de suite avec le match du Sunday Night Football. Là, il y en a quelqu'un qui va avoir le sourire. Les 49ers qui, une fois de plus, ont battu les Cowboys 30-24. Seb, j'ai envie de dire un peu comme d'hab, quoi. Un peu comme d'hab, attention, on n'a pas de quoi plastronner pour cette saison. À noter tout de même que George Kittle a clôturé le National Tight End Day avec panache la nuit dernière. 6 réceptions sur 7 targets, 128 yards et 1 touchdown. Il a fait un début de match discret, à l'image des Niners, qui étaient menés 10-6 à la pause, mais une deuxième mi-temps réellement explosive avec 3 réceptions et 72 yards. Et d'ailleurs, cette deuxième mi-temps, ce troisième quart-temps, surtout parlons-en pour San Francisco, puisque ils vont marquer 3 fois en 3 possessions, et ils ont pu s'appuyer sur un jeu au sol solide, malgré l'absence, bien sûr, de Christian McCaffrey, mais également de Jordan Mason, Mason Jordan, qui sort en cours de match. Le rookie Guerrero finira avec 85 yards en 14 courses et un touchdown. San Francisco avait besoin de cette victoire pour se replacer dans la course à la NFC West. Leur bye week arrive. On espère que Dre Greenlaw et McCaffrey vont revenir très bientôt. Il y a encore des moves possibles d'ici la fin de la trade deadline. L'horizon dans la NFC West est assez nébuleux en ce moment. Je pense que c'est le terme que l'on peut utiliser, puisque tout le monde est à 4-4, sauf les Rams qui sont à 3-4. Donc, qui ne sont pas si loin que ça. Là aussi, la tête de poule et la place en play-off va coûter cher, va devoir aller se gagner. Néanmoins, San Francisco, comme je l'ai déjà dit, les mois de novembre et de décembre le réussissent en règle générale. Mais la bye week est quand même la bienvenue, parce qu'après, le calendrier rentre vraiment dans le dur pour eux. Ouais, Vince, toi, les Cowboys qui perdent leur premier match à l'extérieur, ils étaient invaincus à l'extérieur. Ils n'ont pas gagné à domicile non plus, mais ils étaient surtout invaincus à l'extérieur. Toi, comment tu vois ça? Je vois ça déjà comme une faillite de la part de la franchise, parce que être à 3-4 à ce moment-là de la saison, ça ne devait pas être dans les plans, j'imagine. Donc c'est déjà une faillite, parce que ça va commencer à être compliqué là. Les Cowboys ont pris quand même un coup sur la tête, il faut bien s'en rendre compte, de par les dernières défaites. Ils ont eu un bye week qui a permis de leur reposer, mais ils enchaînent avec une défaite contre San Francisco. Alors certes, c'est pas une équipe facile, mais juste avant, il ne faut pas oublier qu'ils s'en étaient pris 47 à domicile contre les Lions. Juste pour un petit rappel, ils vont chez les Falcons, ils vont recevoir les Eagles, ils vont recevoir les Texans et ils vont chez les Commanders. Les 4 matchs-là, s'ils arrivent à en prendre 2, c'est déjà pas mal. Et franchement, s'ils arrivent à en prendre 2, ils vont se retrouver à 5-6 au bout de 11 matchs joués, 12 weeks. Ça va pas être folichon, c'est pas fifou, comme dirait quelqu'un de ma connaissance. Et oui, il va falloir commencer à se poser des questions. Outre la défaite, on a vu encore une fois, je pense, une équipe un peu faiblarde, un peu pas trop sûre d'elle. Alors, je sais pas, Dak Prescott n'est pas dans son assiette depuis le début de la saison. Est-ce que ce nouveau contrat, il a du mal à l'assumer? Qu'est-ce qu'il en est? J'en sais rien. On peut y trouver toutes les solutions. La ligne. Pardon, la ligne. Oui. Il n'a pas confiance dans sa ligne, clairement. J'allais finir là-dessus. J'allais dire, est-ce qu'on peut y trouver toutes les raisons valables? Là, moi, j'en vois une, c'est la ligne, la tenue de la ligne offensive. Il subit beaucoup trop de pression. On sait que c'est quelqu'un qui n'aime pas la pression, qui n'aime pas se frotter aux défenses adverses. Il n'aime pas trop ça.
On sait qu'il y a des QB qui les apprécient un peu mieux. Lui, il n'aime pas ça. Et puis surtout, il a un jeu de course, comme la ligne ne fonctionne pas, le jeu de course ne fonctionne pas. 56 yards, ça ne permet pas de dévoiler un jeu à la passe. Voilà, je pense qu'il manque pas mal d'ingrédients à cette équipe des Cowboys pour fonctionner et passer un cap. J'ai bien peur que là, on arrive dans un mur et qu'il y ait une petite explosion de l'équipe qui arrive incessamment sous peu, parce que je ne vois pas comment, au bout de tant de saisons, on s'efforcerait de continuer à faire du neuf avec du vieux. Il va falloir mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Ouais. Seb, quelque chose à rajouter? Du côté des Cowboys, il y a beaucoup d'absents. Ils espèrent que dans le mois de novembre, ils vont récupérer notamment Micah Parsons, Brandon Cooks, Marshawn Nyland et DeMarcus Lawrence. Alors certes, mais moi je me pose la question, est-ce que ça va suffire quand on voit l'état dans lequel est ce club? Lors du 3e quart-temps, les Niners ont gagné 167 yards au total, les Cowboys 16. Les Niners ont engendré 10 first down, toujours dans ce 3e quart-temps, les Cowboys 0. Et les Niners ont marqué 21 points et les Cowboys 0. C'est très compliqué pour eux, d'autant que, effectivement, après avoir encaissé un différentiel de 38 points contre Détroit, on se disait que la bye week allait leur faire du bien. Alors, l'ampleur des dégâts n'est pas aussi importante que contre les Lions, mais la défaite reste sévère quand même. Et effectivement, il y a ces 4 matchs-là qui arrivent dans le mois de novembre qui vont être compliqués à négocier. Hein. Pour mémoire, Atlanta, Philadelphie, Houston et Washington, c'est un record combiné de 22 victoires et 9 défaites sur la saison. Il y a trop de trous dans cette équipe des Cowboys, que ce soit en attaque, en défense, et même sur les équipes spéciales. Ils ont pris 3 pénalités sur les kick-offs dimanche. La situation est très compliquée et très honnêtement, on ne retrouve pas l'équipe qui a fait les playoffs la saison dernière. Ce n'est pas actuellement une équipe qui a les armes pour aller en playoffs. Ok. D'autres choses à rajouter sur le match, les gars? Moi, je voulais juste rajouter un petit truc. On voit de plus en plus Brock Purdy se développer d'une manière un peu différente de ce qu'on voyait précédemment. Il court un petit peu plus, il a un petit peu plus confiance en lui. On le voit de plus en plus prendre un peu d'initiative et courir. Hier, mine de rien, ça a donné 56 yards pour 8 courses, 7 de moyenne, c'est vraiment pas mal. Et ça peut lui permettre d'avoir une petite soupape de sécurité et d'avoir un petit peu confiance en lui pour essayer d'avancer. C'est toujours agréable d'avoir cette solution-là. Ok, et juste pour la petite stat, Brock Purdy face à Dak Prescott, c'est 3 victoires, 0 défaites. Impeccable. Ok. Impeccable. Allez, je vais juste rappeler l'ensemble des scores. Et après, on passera aux questions des auditeurs. Vous n'êtes pas prêts, les gars. Vous ne les avez pas vus. Enfin, Seb, surtout, tu ne les as pas vus. Mais on va en parler ensuite. Les Rams qui accueillaient les Vikings et ont gagné les Rams 30-20 face aux Vikings. On en a parlé également, les Jets qui se sont inclinés 22-25 face aux Patriots. Petite dédicace à Kevin Mwamba et également à notre ami Wake. Ensuite, les Philadelphie qui a explosé les Bengals de notre ami Arthur, 37-17. Les Packers qui se sont imposés malgré la blessure de Jordan Love, 30-27 sur le terrain de Jacksonville des Jaguars. On en a parlé également, les Titans 14, Lions 52, encore un match fou en attaque des Lions. Les Falcons qui se sont imposés du côté de Tampa Bay 31-26. Les Cardinals, on en a parlé, ont gagné 28-27. Autre surprise, on aurait pu en parler, c'était les Ravens qui se sont inclinés du côté de Cleveland, 24-29, victoire donc des Browns et qui passe avec Jameis Winston, qui gagne avec Jameis Winston, on pourra en reparler. Et ensuite les Texans donc, qui ont gagné 23-20 contre Indianapolis.
Les Saints qui se sont inclinés du côté des Chargers 8-26, donc les Chargers qui gagnent. Les Bills Buffalo qui vont s'imposer 31-10 à Seattle. On en a parlé également, les Bears qui s'inclinent à la dernière seconde contre les Commanders 15-18. Les Panthers 14, Broncos 28. Notre ami Vince lève les bras. Les Chiefs qui gagnent de 7 points contre les Raiders 27-20. Et enfin, les Cowboys 24, 49ers 30. Et quand vous écouterez ce podcast, vous aurez le résultat du Monday Night Football, les Giants qui se déplacent du côté de chez les Steelers. Allez, on va passer tout de suite aux questions des auditeurs. On va essayer de faire assez rapide. Messieurs, pour vous, les Jets, est-ce que c'est le plus gros bust de l'année 2024, de la saison 2024? Ça y ressemble. En tout cas, ça y ressemble. Ils devaient avoir le dieu de la lumière, Aaron Rodgers, en pleine santé. Ils ont un quarterback de 40 ans. Davante Adams, ça devait résoudre tous les problèmes. Et puis, on voit que ça ne fait pas vraiment la différence. Mais oui, puis bien sûr, un head coach licencié très très tôt en cours de saison. Mais qui est-ce que ça étonne? Enfin, moi, je suis un petit peu partagé là-dessus. J'avais envie d'y croire, j'avais envie qu'il se passe quelque chose avec ce club, mais là manifestement, je vois pas ce qui peut se produire de plus. Et ils vont vraiment reprendre 2 saisons de plus de Aaron Rodgers. Ils vont vraiment reprendre 2 saisons de plus d'un club dans cet état-là. Les fans des Jets sont pas finis de souffrir. Et puis en plus de ça, pour s'offrir Aaron Rodgers, pour s'offrir tout cet armada-là, ils ont donné beaucoup de coups au draft. Donc ça fait que même pour une reconstruction, ça va être un peu compliqué. Donc effectivement, ça donne pas vraiment envie d'être fan des Jets. Là. Ok. Autre question, on en a parlé un petit peu, mais on va en reparler puisque c'est une question. Les Falcons déjà champions de la NFC Sud. Encore une fois, c'est trop rapide à dire. On en a parlé tout à l'heure. Ils sont bien partis parce que effectivement leur tiebreaker est vraiment bon. Après, voilà, c'est surtout ils ont mis un statement hier sur la victoire chez les Bucks. Ça, c'est important effectivement. Maintenant, dire qu'ils vont être champions, c'est bon. De toute façon, je n'aime pas trop m'engager avant, mais effectivement, par contre, ils ont pris une grosse option. C'est très exactement aussi mon opinion. Il est beaucoup trop tôt pour dire telle équipe est championne, a déjà pris sa division. Et on va dire à une exception près, et vous savez très bien de qui je veux parler. Je rigole, les Broncos, ils sont qu'à 2 victoires. Mais voilà, quelle que soit la division, disons dans la majorité, c'est vraiment trop tôt pour chanter victoire. On n'est qu'à mi-saison. Ok. Là, une question qui était plus pour toi, Seb. Les Niners qui sont à 4-4 avant d'entrer en bye week et trade deadline qui arrive, est-ce qu'on peut espérer un second souffle pour la deuxième partie de saison? On le souhaite, du moins. Alors, c'est ce que beaucoup d'observateurs se disent. Après, je ne sais pas trop qui exactement San Francisco va targeter lors de la trade deadline, si il target quelqu'un. Mais je vais me répéter, mais c'est une période de l'année qui, en général, réussit plutôt bien à Kyle Shanahan. Il faut se souvenir que la dernière fois que San Francisco a été 4-3 et a perdu contre Kansas City, ils se sont retrouvés en finale. On va pas déborder d'optimisme, mais on va pas non plus s'enterrer tout à fait. La saison est loin d'être jouée pour les Niners. Vince? Ouais, c'est un peu ça. De toute façon, pour les Niners, le premier recrutement qu'il va y avoir, c'est le retour de Christian McCaffrey, qu'on espère très rapidement. Et Dieu sait que cette équipe a besoin de ce running back star pour focus les défenses et donc ouvrir le jeu. On l'a bien vu, c'est ce qui manquait beaucoup en début de saison. Ils commencent à s'y habituer et à adapter leur plan de jeu. Il va falloir réhabituer le plan de jeu à Christian McCaffrey, mais ça va être beaucoup plus facile dans ce sens-là que dans l'autre. Juste une question pour Seb, parce qu'on parle des Niners et de trade deadline. Si trade deadline il y a, l'an passé, vous aviez pris Chase Young.
Plutôt en attaque ou plutôt en défense? J'aurais tendance à targeter sur la défense parce qu'il y a eu quand même pas mal de dégâts au niveau des blessures. L'attaque semble quand même bien fournie parce qu'on se rend compte que le jeu... Alors, même si c'est très compliqué de remplacer quelqu'un comme McCaffrey, le jeu au sol, à aucun moment dans la saison, il a coulé pour les Niners. Il est même resté... C'est grâce à la ligne, ça. Voilà, il est Et resté... Shanahan, qui est un coach plutôt basé sur le jeu de course. Mais bien sûr, de toute façon, le fond de jeu des Niners, c'est le jeu de course, hein, et ce depuis plusieurs années. Et dire le contraire, c'est quand même, enfin, c'est personne qui dise le contraire. Je ne vois pas les mêmes matchs qu'eux, hein, c'est pas possible. Donc peut-être du renfort en défense, peut-être sur le backfield notamment, qui est un petit peu fébrile par moment. Voilà, il y a eu quelques interférences, notamment contre Dallas, des choses comme ça. On sent ce backfield parfois un petit peu fébrile. Avoir quelqu'un qui a un petit peu d'expérience, un petit peu plus encore d'expérience, ce serait pas mal. Et puis bon, on n'a pas de Ufanaga aussi en ce moment, ça manque un peu. Ouais, moi, j'aurais du côté des Niners, si j'avais le choix de recruter sur n'importe quel poste actuellement, je pense que j'irais chercher un strong safety, effectivement. Ok. Et dernière question, enfin, qui est double question. Combien de temps faudra-t-il au front office des Browns pour arrêter la mascarade des Deshaun Watson? Je trouve qu'elle est dure, la question. Hier, effectivement, Jameis Winston fait un bon match et amène la victoire. Maintenant, il a deux doigts de le perdre. Hein, voilà, c'est ce que je voulais dire. Si l'interception est pas... Enfin... Après, même s'il aurait perdu, il aurait tenu le match. Maintenant, bon, voilà, Deshaun Watson, je sais pas, j'en sais rien. En fait, il y a une question de contrat, il y a une question de beaucoup de choses. Je pense qu'ils espèrent une valeur. Certainement une valeur marchande, j'en sais rien. Il est une non-trade clause, hein. On peut pas le trader. Hein. Ils peuvent pas le trader. Voilà. En plus de ça, ils sont complètement bloqués. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? J'étais même plus au courant, j'avais oublié ce truc-là. Moi, je pense que là, ils ont... Et c'est une franchise on en a parlé avec les Jets la dernière fois. Les Browns, on a vu beaucoup de positifs dans la construction. Et puis là, j'ai l'impression que de nouveau, c'est reparti. Et je ne sais pas. Toi, Seb, les Browns et Watson? Mon opinion sur le sujet, on la connaît. Je crois que je l'ai suffisamment proférée sur cette antenne depuis la saison dernière. On sait qu'il y a ce contrat qui est... c'est plus qu'une épine dans le pied du club. C'est un pieu dans le flanc, littéralement. C'est une véritable hémorragie de pognon, surtout quand on voit le rendement au bout du compte. Mais quand on avait eu ce débat lors d'un de nos épisodes précédents, moi je le redis, dans les faits, il n'y a rien, absolument rien, qui empêche le coach Stefanski de dire bon, écoute, Deshaun, t'es bien gentil, mais je crois que t'en as assez fait jusqu'ici. Tu vas t'asseoir et surtout, tu ne t'approches pas du ballon. Là, ils ont quand même une solution temporaire. Hein, là, il est out pour la saison. D'ailleurs, on sait qu'il y a beaucoup de fans de Cleveland qui ont poussé un ouf de soulagement. C'est atroce de faire ça quand un joueur est blessé, mais là, en l'occurrence, je ne peux que leur donner raison, et pas seulement pour des raisons sportives, pour le reste également. Mais il faut qu'ils trouvent un moyen de stopper l'hémorragie, de court-circuiter ça. Mais ils se sont mis dedans avec ce contrat incroyable, hors norme, qui était déjà discutable à l'époque où il a été signé, et là qui est au-delà du déraisonnable. Je ne sais pas comment ils vont se sortir de cette situation. Il faudrait qu'ils s'en sortent, et derrière le centre, n'importe qui sauf Watson, quoi, en fait. Ok. Dernière question, toujours du même auditeur. Si la saison des Bengals n'est pas encore lancée, est-elle déjà terminée? Elle prend la même réaction. Formulée en tout cas. Elle est très bien formulée la question, hein, pas la saison, attention. Voilà, c'est 2-6 quoi. Non, 3, je sais plus combien ils sont les Bengals. 3-5. 3-5. C'est pas fou quand même. Hein. Non, c'est pas glorieux. On s'attendait à beaucoup mieux de leur part. Et puis c'est surtout outre
outre le bilan, c'est la défense qui ne tient absolument pas. Je ne vois pas du tout cette défense pouvoir contrecarrer les plans des attaques adverses. Ça, aux abonnés absents. Et encore heureusement qu'ils ont un duo Burrow-Chase très fort, très costaud. Mais à part ça... Ok. D'autres choses à rajouter, Seb, là-dessus? Même bilan, c'est quand même une vraie déception, surtout quand on voit le niveau auquel joue Joe Burrow cette saison. Là, la défaite contre Philadelphie, elle fait vraiment mal. Si on devait encore nourrir des espoirs pour leur saison, ça devait être sur ce match-là. Ils battaient les Eagles, tu pouvais te dire, ok, Cincinnati pas mort, quoi. Ils bougent encore. Mais là, non seulement ils perdent, mais en plus ils prennent 20 points. C'est surtout ça qui fait mal au crâne. La survie va être compliquée. Hein. Et Saquon Barkley fait... Oui, en plus, t'as un Saquon Barkley qui joue comme s'il était dans son jardin. C'est ce qui est d'autant plus inquiétant. Non, la situation est compliquée là pour Cincinnati. Et moi, je pense encore un peu plus loin la saison prochaine. C'est comment tu rebondis, quel que soit le bilan final, comment tu rebondis après un départ pareil. Ok. Et heureusement qu'ils ont la stat à 76% de taux de complétion de troisième tentative. C'est énorme, ce stat. Hein. Ouais. Non, l'attaque, elle est en confiance. Hein. L'offense, elle est plutôt en confiance. Mais côté défensif, c'est tellement compliqué que... Mais ça manque de finition, parce que 17 points, alors que tu as des stats qui sont très corrects, ça manque un peu de points quand même. Oui, bien sûr. De toute façon, tu ne peux pas mettre le bilan d'une équipe uniquement sur le bilan d'une seule escouade. C'est forcément un tout, hein, une fois de plus. C'est un sport collectif. Mais force est de constater que les points faibles, les maillons faibles se trouvent de l'autre côté du ballon pour Cincinnati. Ok. Bon, allez, on va conclure avec votre MVP de la semaine. Vince? Ouais, je vais être chiant, je ne vais pas donner un MVP, je vais aller un peu à contresens et je vais le donner à la défense des Houston Texans. Ok, très bien. Très bon choix. Parce qu'ils ont fait énormément de pression sur la ligne. J'aurais même pu mettre même plutôt la ligne défensive, parce qu'ils ont mis une pression de malade et j'ai vraiment aimé ça. Mais encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, même les quarterbacks, il y avait quasiment pas un receveur d'ouvert. Non, très bon match. D'ailleurs, est-ce que la meilleure recrue de Houston, ce serait pas Daniel Hunter? Ça en fait partie. Hein. Il stabilise la défense derrière. Okay. Seb, toi, ton MVP? Là, j'ai choisi un quarterback particulièrement médiocre. C'est Kirk Cousins qui a fait un 23/29, 276 yards et 4 touchdowns. C'est 8 touchdowns et une interception pour lui en 2 matchs contre Tampa Bay. Même si notre MVP de cœur restera notre grand Tim, on est d'accord, même s'il n'a pas Bien sûr. Même s'il n'a pas joué, de toute façon, Tim est mon MVP de cœur tous les week-ends, avec George Kittle, parce qu'il faut quand même rester un petit peu sérieux dans la vie. Hein, voilà. Et toi, Yaya, ton MVP? Moi, c'est James Cook, qui a poutré à lui tout seul. Qui déjà? Les Seahawks. 2 touchdowns, plus de 100 yards à la course. Enfin, voilà. 11 yards, ouais. Grosse perf pour lui. Ouais, voilà. Et je pense que le salut de Buffalo depuis, on va dire, une saison à cheval avec depuis la mi-saison l'an passé, parce que ça a déconné un peu en début de saison, c'est la mise en place du jeu de course, pardon. Et donc, dont James Cook est un digne représentant. Vous, est-ce qu'il y a une action qui vous a, dans la semaine, qui vous a fait bondir, lever de votre chaise, que vous avez aimé? Moi, il y en a eu plusieurs. Hein. Oui, il y en a eu plein. Je pense qu'il y en a une sur laquelle on va être tous d'accord. Ouais, mais on va pas la citer parce qu'elle est tellement... si, moi je vais la citer. Pour moi, c'est le top 1 de la saison, il ne faut pas chercher. Hein. Pour moi, ce sera l'action de la saison, très certainement. C'est la Hail Mary de Jaden Daniels. Ouais. D'accord, ok. Toi aussi, Vince?
Alors, oui, forcément, elle est impressionnante. Moi, j'en ai deux autres. J'en ai deux autres qui m'ont vraiment bien marqué. Ouais. La première, c'est la réception du tight end des Bengals, Gesicki, qui fait une réception incroyable à une main, qui ramène la balle sur un tracé flat. Wow, la réception est vraiment folle. Et la deuxième, c'est pour la créativité du jeu, parce que j'adore voir ce type de jeu. Anthony Richardson des Indianapolis Colts qui envoie un pitch après la ligne de scrimmage, donc un petit pitch en arrière vers Josh Downs, qui permet de gagner encore 15 yards derrière. J'adore ce genre de jeu, cette prise de risque. C'est malheureusement pas assez vu. Il avait déjà gagné 5-6 yards, donc il aurait pu se mettre au sol. Il décide de faire son pitch pour aller gagner 15 yards de plus. J'adore ça. Ok. Alors moi, il y en a une enfin, il y en avait deux, mais j'ai décidé d'en garder qu'une seule. Moi, c'est l'interception de Gardner Johnson des Eagles, où Joe Burrow envoie la balle sur son receveur, je crois que c'était Ja'Marr Chase, et la balle est volleyée par le cornerback sur Gardner Johnson. Donc j'ai envie de dire, c'est du travail à deux, et on le voit pas assez souvent. Et quand on le voit, c'est surprenant. On se demandait mais où était passée la balle, et en fait, il a typé la balle directement sur son coéquipier parce qu'il ne pouvait pas faire la réception, enfin l'interception. Et du coup, ça a mis fin à toute velléité de retour du côté des Bengals. Ouais, effectivement, très bonne interception. Ouais, et comme on parle, pour ma part, je ne parle très rarement de défense, donc voilà, celle-là était particulièrement magnifique. Messieurs, est-ce que vous avez d'autres choses, ou maintenant vous vous taisez à jamais, un peu comme votre mariage? Alors, je suis pas marié, donc je n'ai pas de quoi te parler, mais j'ai rien à ajouter, monsieur le juge. Moi, je suis marié, donc je préfère parler. Mais non, en vrai, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je crois qu'on a été quand même assez complet. Il y avait énormément de choses à dire, et je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire pour les prochaines weeks qui arrivent. Exactement. Donc, on se retrouve ce jeudi avec une émission débat. Vous avez l'habitude, c'est le débat de la rédaction de TFA. Vendredi, on va essayer de refaire un live avec Wake et Bertrand pour parler fantasy, pour parler paris, pour parler de nos 3 affiches que l'on va suivre la semaine prochaine. Et on se retrouve dès la semaine prochaine. N'hésitez pas non plus à aller écouter N1, l'émission NBA, et également de suivre sur l'application TFA les World Series. Également, il y aura un podcast qui va sortir avec Julien notamment, Julien et Nico. N'hésitez pas à nous suivre, à nous donner de la force et à aller suivre les articles. Il y a des articles qui sortent tous les jours, régulièrement. N'hésitez pas. Ce sera toujours avec un grand plaisir. Si vous nous écoutez en soirée, passez une bonne soirée. Si vous nous écoutez en journée, passez une bonne journée. Et on vous dit à très vite sur les antennes de TFA. Allez, ciao. Ciao, bye. Ciao.